On parle maintenant avec Patricia de Saint-Eustache. Bonjour, Patricia. Oui, bonjour. Moi, c'est la première fois que je vous téléphone. J'appelle pour un problème de troubles de panique et agoraphobie et troubles de panique qui durent depuis que j'ai l'âge de 16 ans. J'ai eu des moments d'accalmie, mais c'est revenu en force dernièrement. Puis là, je suis en arrêt de travail jusqu'au 28 mai. Vous avez quel âge maintenant? J'ai 40 ans. D'accord. Alors, donc, ça fait longtemps que ça dure. Ça fait longtemps que ça dure. J'ai pensé à un moment donné que j'étais guérie, mais finalement, c'est revenu en force. Et là, je n'étais plus capable de travailler. Maintenant, je prends du Paxil à faible dose. J'ai eu des effets secondaires, puis le médecin voudrait que j'augmente la dose à 20, mais je suis incapable parce que ça me cause des crises de panique. Alors, les effets secondaires sont importants, puis moi, je pense que je voudrais une autre opinion. D'accord. Ben, écoutez, moi, Patricia, c'est sûr, je ne vous donnerai pas une opinion médicale, mais je peux vous donner une opinion en regard avec vos émotions et vos crises de panique. Oui. D'abord, j'aimerais ça voir, Patricia, est-ce que vous avez fait une démarche auprès d'un professionnel dans les débuts ou dans le passé là, par rapport à vos crises? Oui, dans le passé, j'avais fait des démarches. J'étais allée en thérapie. Ça m'a aidée, mais ça l'a pas... ça n'a pas donné les réponses que je cherchais ou ça n'a pas donné le résultat que je cherchais. OK. Alors, actuellement, vos crises de panique, est-ce que vous en faites régulièrement durant la semaine? Ou? Les crises de panique, c'est plutôt des crises d'angoisse qui vont mener aux crises de panique. Okay. Là, avec le Paxil, 10 mg, c'est moins pire. Okay. J'en fais plus beaucoup. Sauf que je me dis, j'aime tellement pas la médication, je voudrais être trouver une autre solution, une alternative. Moi, je voudrais être capable de m'en sortir moi-même, mais j'aimerais être capable de vivre en harmonie puis d'être capable de contrôler mes émotions, justement. Bon, c'est sûr que vous auriez avantage à faire une démarche là, un peu plus en profondeur et apprendre à gérer vos émotions. Dans un premier temps, rapidement, ce que je pourrais vous suggérer, c'est peut-être de voir si vous trouvez ça dangereux, vos crises. Oui, c'est ça. C'est sûr que les crises, ça me fait peur parce que quand on fait... OK, vous avez peur de quoi? Allons-y rapidement. On a peur des symptômes parce que quand on fait une crise de panique... Quel danger? Bien, on a peur de mourir. La peur qui nous vient, c'est la peur de mourir. Parfait. Alors, on pourrait voir jusque-là. En fait, si toutefois, ce que je doute fortement, mais si toutefois une crise de panique aurait comme objectif ultime, là, comme résultat, que ça vous amène à la mort, une fois morte, là, est-ce que vous allez souffrir? Une fois morte, j'imagine que non. Bon, alors, on peut aller jusque-là et commencer un petit peu à raisonner et à revenir dans la réalité. Et là, c'est d'accepter, en fait, moi, je travaille depuis tant d'années avec des gens qui ont fait des crises d'angoisse, des crises de panique, et ce qui les rassure, c'est de savoir qu'en fait, ce n'est pas dangereux. Ce qui me fait peur beaucoup aussi, c'est que je fais beaucoup d'extrasystole. De quoi? D'extrasystole. C'est le cœur qui saute des battements. Oh, OK. Alors, je suis allée médicalement parlant, je me suis fait investiguer, puis ça, parce que je travaille dans un centre hospitalier. Ils n'ont rien trouvé d'anormal. Alors, c'est lié plus étroitement à votre augmentation d'angoisse. Oh, oui, puis je me rends compte que si j'ai une émotion, mettons que j'ai une discussion avec quelqu'un, j'ai une émotion, soit un peu de colère ou quoi que ce soit, tout de suite, le cœur va me sauter. Fait que c'est là le point faible, puis c'est là c'est de là que vient l'inconfort, la peur, puis tout ça, fait que ça devient un cercle vicieux. Est-ce que vous croyez, vous aussi, au pouvoir que vous avez de changer vos émotions? Oui. OK. Maintenant, il faudra faire un pas de plus et apprendre comment le faire. Vous pouvez le faire de façon autonome. Louise a suggéré des livres, on va en reparler. Vous pouvez le faire accompagner aussi par un thérapeute qui travaille avec cette approche de gestion des émotions. Moi, je vous dis, vous pouvez changer vos émotions, diminuer vos crises et apprendre justement que dans un premier temps, vivre des émotions, ce n'est pas dangereux. Mais il faut aussi apprendre à gérer ces émotions-là. Est-ce que vous parlez de l'approche cognitive? Est-ce que c'est cette approche-là? C'est une approche dans la famille des approches cognitives comportementales, mais c'est une approche très spécifique qui travaille sur l'émotion elle-même, sur la gestion des émotions, par le changement des cognitions, des idées. On prend l'appel d'Annie de Montréal. Bonjour, Annie. Bonjour.
Pouvez-vous résumer un petit peu votre problème, Annie, parce que je remarque que depuis le début, le téléphone est engorgé, puis les gens mettent du temps avant d'expliquer leurs problèmes. Alors, je vais commencer à resserrer un peu les appels. Je vous donne la parole. OK, d'accord. Alors, moi, c'est mon conjoint qui a un problème de consommation de drogue. Et puis, moi, j'ai un petit peu de misère à vivre avec ça, parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde quand lui consomme, sauf que je l'aime. C'est ça le problème. Comment je dois faire pour me faire un mur devant ça puis me dire, écoute, il est bon pour toi, il est fin, t'as tout, qu'est-ce que tu veux, comment je dois... Est-ce que c'est possible, ça, Diane? Annie, est-ce que vous vous êtes écouté parler? Je vais vous rappeler une de vos dernières phrases. Oui. Et votre question était, comment je peux faire pour me faire un mur devant ça? Bien, me dire dans le sens, c'est pas grave. OK, regardez là. Oui. Si vous me dites comment faire pour me faire un mur devant ça, c'est que vous avez l'idée que lui peut vous causer vos émotions. OK. OK? On reprend la base, là. OK. Vos émotions, comment vous vous sentez, Annie, ne dépend pas de lui, de ce qu'il fait. Vos émotions, votre souffrance dépend de votre jugement, de vos idées que vous avez à propos de ce qu'il fait ou il ne fait pas. Okay. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre un mur. Oui, mais je veux dire un mur dans le sens comment je dois faire pour vivre un petit peu avec ça. Tu sais, Voilà. Là, on va aller plus loin maintenant en disant, c'est pas lui qui vous rend malheureuse. Ça, c'est la première étape. D'accepter que vous vous rendez malheureuse par vous-même avec vos idées. Une fois qu'on a accepté ça, on peut s'engager dans un processus de changement. Comment faire? C'est sûr qu'il faut y aller étape par étape. Dans un premier temps, il faut apprendre à identifier nos émotions. Si je vous demandais, Annie, de m'identifier les émotions qui vous habitent habituellement quand votre conjoint boit, comment vous vous sentez? Il ne boit pas. Non, quand il se drogue. Quand il se drogue. Comment je me sens? Vous êtes en maudit? Oui, c'est parce qu'on n'est pas capable de se parler, tu sais. On n'est pas sur la même longueur d'onde, on ne parle pas des mêmes choses. Lui, il voit ça différemment de moi. Des fois, on a des conversations, mais il voit ça différemment. Voilà. Donc, parce que... il voit ça différemment, il interprète ça différemment et il n'a pas les mêmes émotions que vous. Mais comment se parler? Voilà. Mais pour se parler, il faut d'abord que vous, Annie, vous travaillez sur vos émotions. Parce que si vous êtes en colère, si vous vous sentez coupable, si vous avez peur qu'il vous quitte, ou etc., ces émotions-là vont vous empêcher d'agir d'une façon adéquate et de communiquer avec lui. Voyez-vous? Donc, c'est sur vous que vous avez d'abord à travailler pour ensuite améliorer la communication et la relation. Vous me saisissez? Mais dans les circonstances, là, moi, je vais poser une question qui va aller qui est différente de ce qu'Annie te pose comme question. Est-elle obligée de rester avec un homme qui se drogue et qui ne vit pas la réalité? Elle n'est nullement obligée, elle le sait. Elle vit avec parce qu'elle l'a dit tantôt. Elle voit, oui, elle l'aime probablement qu'il y a des sentiments d'amour, mais elle y voit beaucoup d'avantages. Elle voit des avantages à vivre avec lui. Il est gentil, c'est ce que vous disiez tantôt. Oui, je manque de rien. Moi, je travaille pas. Il subvient monétairement, etc. Donc, elle y voit des avantages. Par contre, il y a des inconvénients, lesquels elle ne veut pas, à ce moment-là, subir les contre-coups, c'est-à-dire de se rendre malheureuse. Donc, si son choix est de continuer de vivre avec son conjoint, malgré sa consommation de drogue, là, elle a avantage à travailler sur elle. Ce que ça va lui permettre, une fois qu'elle va être plus calme, une fois qu'elle va avoir moins de colère, elle va être plus en mesure de voir ses véritables avantages. Parce que des fois, on voit beaucoup d'avantages, on ne voit pas les inconvénients. Puis une fois qu'on est mieux dans nos émotions, on voit plus les inconvénients. Et là, ça nous motive peut-être à apporter du changement. D'accord. Alors, je pense qu'il y a beaucoup à travailler, mais sur vous, principalement sur vos émotions. Et essayez pas de le faire à travers lui. Il n'y a pas de contact possible. Non. D'accord. On prend maintenant l'appel de Linda de Montréal. Bonjour, Linda. Bonjour. Bon, je vous appelle parce que j'ai été séparée de mon mari pendant à peu près 1 an à cause d'une sœur, qu'il avait une sœur qui était toujours les choses que sa sœur la disait, mon mari était toujours contre moi.
moi, j'étais fatiguée de tout ça. Je l'ai quitté. J'ai 2 petites filles. Mais mon mari est décédé maintenant depuis 5 mois et je n'arrive pas à accepter ça. Je souffre beaucoup parce qu'il a souffert beaucoup quand je l'ai quitté et je ne sais pas comment je peux faire pour commencer à vivre une vie normale. En fait, vous culpabilisez parce que vous l'avez quitté, c'est Oui. ça. Qu'est-ce que tu dirais à Linda? Bien, je dirais à Linda, dans un premier temps, est-ce que vous croyez que, justement, vos émotions sont causées par vos propres pensées? Je pense que oui, parce que je le fais souffrir. Il a souffert beaucoup pendant quelques mois et après ça, dans un accident, il est décédé. OK. Alors, ce qu'on va faire ensemble, si vous permettez, Louise, on pourrait faire un petit exercice qu'on fait principalement quand les gens viennent en thérapie. OK? Alors, on va regarder l'émotion culpabilité que vous vivez, Linda. Oui. Vous devez sûrement vous dire des choses spécifiques à propos du décès ou du fait d'avoir laissé votre mari avant son décès. Qu'est-ce que vous vous dites lorsque vous ressentez la culpabilité? Je ne sais pas. J'aurais pas dû partir, j'aurais dû rester avec lui. Oui, je pense si je savais que ça allait arriver une chose pareille, Voilà. oui, j'allais souffrir pendant 1 an et je resterais toujours avec lui. Voilà. Donc, voyez-vous cette phrase, et on la retient là. Si je n'avais pas fait ça, il n'aurait pas souffert. Oui, Hein? Si je ne l'avais pas quitté, à ce moment-là, vous rajoutez « je n'aurais pas dû le faire ». oui, OK? Ce sont les phrases, les jugements qui causent directement votre culpabilité. Alors, puisque le décès est là, puisque vous l'avez quitté, puisque l'événement est inchangeable, on ne travaillera pas sur l'événement. On va regarder les idées qui vous habitent à ce moment-là. Alors, on peut se demander, vous avez dit, si j'avais su, je ne l'aurais pas fait. Oui. C'est ça? oui, c'est ça. Alors, posons-nous une première question. Est-ce que vous l'avez su à ce moment-là? Non, Alors, comment vous pouviez agir d'une autre manière puisque vous ne le saviez pas? je ne sais pas. Est-ce qu'il vous aurait été possible d'agir autrement? Non, Voilà. Donc, la réalité, vous venez de la dire. Il m'était impossible à ce moment-là d'agir autrement. oui, je n'avais pas de choix parce que je Voilà. suis partie. OK, Je ne mais là, il pouvais- faut rester en contact avec la Oui. réalité, là. Alors, à ce moment-là, j'avais idée de partir, je croyais que c'était mieux, je n'avais pas d'autres informations, et avec ce que je pensais, avec ce que je ressentais à ce moment-là, je n'aurais pas pu agir autrement. Donc, vous avez posé le bon geste. À ce moment-là, selon vos idées. Alors, si vous gardez cette pensée à l'esprit, est-ce qu'en même temps, on peut se sentir coupable si on pense comme ça? Si on pense comme ça, non. Voilà. Alors, voyez là, le pouvoir, vous l'avez, de penser d'une manière réaliste. Vous avez fait ce que vous avez cru bon de faire. Oui, mais on avait beaucoup d'amis. Tout le monde est contre moi. J'ai tout perdu. Je n'ai plus d'amis. Je n'ai personne. Regardez là, Linda, la thérapie ou les outils que je suis en train de vous fournir, ça ne changera pas les interventions des autres personnes à votre égard. Ça va avoir par contre le pouvoir de vous fournir le moyen de ne pas vous sentir coupable. Vous saisissez ça? Oui, Alors, répétez-vous la phrase réaliste. Au moment où vous avez quitté votre mari, est-ce que vous auriez pu faire autrement? non, je n'avais plus de force pour continuer. Voilà, n'ayant plus de force, alors on peut condenser ces phrases, ces idées en disant, vous avez fait ce que vous avez cru bon de faire à ce moment-là. C'est vrai? Oui, Et vous ne pouviez pas agir autrement. non, je n'avais pas de choix. Voilà. Donc, si vous gardez cette idée réaliste en tête, automatiquement, ça fait disparaître la culpabilité. Et qu'est-ce que vous avez à faire avec la culpabilité? Ça ne changera rien aux événements. Ça ne fera pas revenir votre mari, il ne sera pas plus ou moins, et ça ne changera pas les autres. Par contre, ça va faire la différence chez vous. Parce que votre culpabilité, c'est une énergie négative qui est en train de vous ruiner. Et vous avez moins de disponibilité pour les enfants? Je n'ai pas la force pour les enfants. Parce que vous vous sentez coupable. Oui, Alors, si vous réduisez et vous avez ce pouvoir-là, répétez-vous, écrivez la phrase, répétez-vous-la. Au moment où j'ai agi, j'ai fait au mieux. Je ne pouvais pas agir autrement à ce moment-là.
Et automatiquement, ça va réduire au minimum cette émotion de culpabilité. Et vous pourrez travailler avec les cahiers ou autrement à changer vos autres idées pour changer vos émotions et être moins malheureuse. Parce qu'il y a un élément important dans tout ça, Linda, et vous venez de le souligner par rapport à vos deux filles. Vous avez aussi une responsabilité face à vos deux filles. Vos deux filles ont besoin de vous. Oui, Vous beaucoup. avez besoin de vos deux filles. Est-ce que le fait de rester accroché sur quelque chose qui n'aurait pas pu être autrement, que vous ne pouvez plus changer, est-ce que ça ne va pas vous amener dans une autre situation où vous allez culpabiliser encore plus dans 1 an, dans 2 ans, parce que vous aurez laissé tomber tout ce qui était important pour vous? Oui, je vois. Et ça, c'est beaucoup plus important que ce que vous ne pouvez plus changer. Impossible maintenant. Voilà. Et vous ne pouvez plus le changer, mais même si vous pouviez le changer, si vous retourniez en arrière à cette époque-là, vous reposeriez le même geste parce que votre mari avait un comportement qui vous était inacceptable et vous avez posé un geste libérateur pour vous. Il ne faut pas que maintenant, le geste libérateur que vous avez posé là devienne un handicap pour le reste de vos jours. Comprenez-vous? Oui, je comprends. Alors ça, c'est vraiment une autosuggestion quotidienne. Et ceci vous appartient, Linda. Vous êtes l'auteur de vos émotions. Oui. Vous êtes l'artisan de votre bonheur et de votre malheur. C'est à vous de changer. OK, je vais essayer. D'accord? Oui, merci beaucoup. Bonne route. Aidez-vous des livres qu'on a suggérés. Ça va être très bon parce qu'il y a des exercices et dans le livre et dans les cahiers d'exercices qui vous amènent à se répéter les mêmes choses. Parce que, comme dans n'importe quelle autre circonstance, il faut se le répéter 2 fois, 10 fois, 100 fois, tant qu'on n'a pas compris. Mais vous avez raison, Louise, parce que dans le fond, les phrases qu'on se répète aujourd'hui qui nous rendent coupables, en colère, sont des phrases qu'on a apprises bien souvent de nos parents. Alors, ça fait depuis notre enfance qu'on se les répète. Donc, c'est pas facile d'aller chercher ces phrases-là, de se rendre compte qu'elles sont vraiment irréalistes, non conformes à la réalité, et de les changer. C'est tout un travail. Et c'est ça le travail de psychothérapie. Hein? La psychothérapie veut dire un travail de changement. Et c'est soi-même qu'on peut le faire. Nous, les psychothérapeutes, on est des agents de changement, mais on ne peut pas faire le changement pour les autres. Et c'est pourquoi beaucoup de gens pensent qu'en allant en psychothérapie ou voir un psychologue, ça va se faire tout seul. Et ils pensent qu'après 1 heure, ils vont être bien. Alors oui, il y a il y a peut-être un certain bien-être qui s'installe après une rencontre thérapeutique, mais tout le travail, et nous, on dit à nos clients, tout le travail, c'est à vous de le faire à la maison, dans des cahiers d'exercice, participer à des groupes, aller dans des groupes d'entraide. Et c'est un travail quotidien. Hein. Juste le travail de changement des idées, c'est un travail ardu, de longue haleine. Sauf qu'il est possible de le faire. Et Il est possible de le faire, il est possible de réussir, Linda. OK, je vais essayer. Merci de votre appel. Merci à Bonne vous. chance.